Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentielle. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ?» Peter Diamandis est transhumaniste. Ce mouvement rassemble quelques milliers de personnes dans le monde, philosophes et scientifiques. Certains d'entre eux sont haut placés dans les institutions et les laboratoires de recherche américains. Depuis l'été dernier, ce lobby dispose même d'une université située sur le campus de la NASA dans la Silicon Valley. Comme tous les transhumanistes, Rod prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée qui succédera à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine, mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose, c'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici à la crème des étudiants du monde que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas. Très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. Les promoteurs de cette nouvelle science, de la pensée transhumaniste, nous promettent donc le bien-être absolu, le confort, la santé pour tous, la justice sociale universelle et la sécurité pour chacun. On vante une société où l'égalité à tous les niveaux sera possible et dans laquelle on pourra devenir des surhommes. Les transhumanistes, leurs sympathisants et les entreprises comme Google, riches à milliards, prêchent un discours parfaitement rodé pour imposer leur volonté. Vivre 100 ans, 150 ans et plus sera possible. Bref, le quotidien sera comme il ne l'a jamais été, nous dit-on. D'un côté, on nous assure un allongement de la vie, de l'autre, on ne cesse de nous dire que nous sommes trop nombreux sur la Terre. N'y aurait-il pas là une évidente hypocrisie? Que Yah soit béni, que Yah soit élevé, que son règne vienne, que sa volonté se fasse.
que Yah se mette sur notre chemin. Oui. Lui qui est le chemin, le pouvoir et la gloire. Lui qui est la lumière. Lui, dans la Bible, bien sûr, montre comme serait un être humain ayant du sang, de la chair, des os. Lui qui a des émotions. Lui qui boit, qui mange, qui va aux toilettes. Oui, il se lave le corps comme l'homme de la terre le fait. Comme vous le faites, il y a de même le fait. Et oui, c'est la vérité et elle ne va pas changer. Cependant, cette vérité, ce documentaire, vous en parle sans que vous en rendez compte. Prêtez bien attention. Pendant que les dictateurs africains, ces nègres des maisons, ces chiens des Occidentaux, qui sont en train de garder la parcelle de leur maître, cette parcelle qui est la terre d'Israël, la terre africaine, ces chiens, bien sûr, ces chiens dressés, sont en train de tuer leur propre population, sont en train de détruire les villages entiers, sont en train de perpétrer fratricide et génocide. Les Occidentaux sont en train d'avancer scientifiquement, technologiquement, que ce soit en pensée et autres. Regardez bien ce documentaire-là. Les Occidentaux aujourd'hui, la science aujourd'hui est en train de planifier qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme puisse vivre plus de 150 ans. Pour que l'homme puisse vivre éternellement. Voilà des grandes questions. Ce sont des questions qui relèvent même de la colère de Yah. Je vous le dis en vérité. Ces questions-là, l'éternité, eux, ils sont en train de réfléchir dessus. Et nous, nous disons toujours que Yah est un être humain. Eux, ils sont en train de le prouver. Ils sont en train de planifier comment devenir éternel, comment devenir saint, ne plus tomber malade. Ils sont en train de qualifier la vieillesse comme serait une maladie à vaincre. Oui, la vieillesse, une maladie. La mort serait une maladie selon eux. Il faudrait donc la soigner, il faudra la gagner. Oui. Voilà là où ils sont. Et de même, ils sont en train de planifier comment déporter la population, comment déporter, comment faire d'autres planètes un village terrien. Oui, ce sont des grandes questions, mais ces questions, nous les évoquons. Et eux, ils sont rentrés déjà dans la vie éternelle. Mais il n'y a pas de vie éternelle sans Yah. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la terre sera vouée à la destruction. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès ? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde.
L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. À Grenoble, des chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Mécanicien d'un nouvel homme hybride, le professeur Benabid a créé le premier stimulateur cérébral. Des microélectrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs. Et la preuve est faite qu'on peut implanter au cœur du cerveau une interface homme-machine. À 1 heure de train de Londres, à l'université de Reading, la Silicon Valley britannique, un professeur de cybernétique en pleine santé a déjà commencé à transformer son propre corps. Preuve que l'idéologie transhumaniste s'est déjà répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument, et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait « Hello, Professor Warwick. » Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Quelques mois plus tard, Kevin décide d'aller plus loin. Il se fait implanter une deuxième puce dans le bras. Mais cette fois-ci, la puce est connectée directement à son propre système nerveux. Son objectif ? Commander à distance une main robotisée. 2h15 d'opération extrêmement délicate, endurée avec le sourire et sous l'œil des caméras. Ça a pris 6 semaines pour apprendre à mon cerveau à reconnaître les nouvelles impulsions, pour mesurer la force de ma main robotisée. C'était comme un sens du toucher supplémentaire, un nouveau sens que mon cerveau ne connaissait pas encore. Voici Mowgli. Mowgli est un robot de recherche. Il a des caméras dans les yeux pour voir, des micros pour entendre, des sonars à ultrasons, un radar dans le nez et des capteurs infrarouges ici. Si dans le futur nous pouvons avoir des humains qui n'ont pas 5 sens mais 20 ou plus, nous aurons une bien meilleure compréhension du monde. On va effectivement avoir 2 espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. Nous partons à Vienne, en Autriche, pour rencontrer Christian, le premier homme bionique d'Europe. En 2005, victime d'un choc électrique de 20 000 volts, Christian doit se faire amputer des 2 bras. Il décide de participer au programme de recherche du laboratoire de prothèses Ottobock. Comment va ton bras depuis la dernière fois? Il fonctionne très bien. Parfait. Sans problème. Il faudra 5 ans à une petite équipe pour mettre au point cette prothèse totalement inédite. Aujourd'hui, grâce à une puce capable d'effectuer plus de 500 millions de calculs à la seconde, le cerveau de Christian commande un bras à la fois artificiel et intelligent.
Les signaux qui se forment dans le cerveau de Christian sont acheminés par les nerfs conducteurs jusqu'à la surface de la poitrine. Là, ils sont saisis par des capteurs ultrasensibles qui transforment ces signaux en signaux de commande pour la prothèse. Ces machines intégrées sont le premier pas vers le cyborg. Cet être robotisé, aux performances améliorées, qui hante l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Christian lui-même espère que ses bras artificiels lui donneront bientôt quelques super-pouvoirs. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort, de porter des poids très lourds, comme Schwarzenegger dans Terminator. Tout cela va être possible à l'avenir. J'ai hâte de voir ça. Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme intitulé Revolutionizing Prosthetics est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus, mais aussi de mettre au point des super soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kg sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. C'est aux États-Unis que les scientifiques sont allés le plus loin. Des chercheurs de Boston ont entrouvert la porte vers une médecine d'amélioration. Pour sortir ce tétraplégique de son isolement, ils l'ont doté d'une fonction surhumaine, déplacer des objets par la pensée. 100 électrodes aussi fines qu'un cheveu ont été implantées dans son cortex moteur. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les transmettent à un ordinateur. Pendant quelques mois, Matthew Nagel a pu jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre la lumière, zapper sur sa télé, avant que le risque d'infection n'oblige à lui ôter son implant. Je vais ouvrir mon premier mail. Il dit bravo, vous faites un beau boulot. Maintenant, je vais allumer la télé. Elle est allumée. Je vais changer de chaîne. Là, j'ai changé. Je recommence. C'est difficile à traduire avec des mots. J'utilise mon cerveau, je n'ai qu'à penser les choses. Je n'ai qu'à dire au curseur d'aller en haut à droite et je contrôle tout l'écran. C'est hallucinant. Nous savons implanter des puces dans le cerveau pour le stimuler et nous savons capter les signaux qu'il émet pour agir. Un ordinateur directement embarqué dans le cerveau sera-t-il la prochaine étape ? Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et par exemple augmenter la mémoire? Alors la réponse est oui et non. Oui, on sait mettre dans le crâne des boîtiers électroniques comportant des éléments pourvu qu'ils soient suffisamment petits. Maintenant, est-ce que les informations qu'on acquiert sur ce disque dur, c'est une mémoire additionnelle comme un disque dur externe que je peux ensuite rebrancher? Bien, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up 2 muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the objects and stops moving. So when I now remove the object... Réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement.
Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche. Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes. Le but est donc bien d'améliorer l'homme, de le débarrasser, paraît-il, de toute contrainte et de convaincre le commun des mortels de l'intérêt vital de cette démarche. Pour ce faire, on agit par étapes. On exalte la médecine par les avancées de ses chercheurs, on la justifie pour le bien-être de l'homme, on diffuse le message au moyen du cinéma, des livres, des médias, des conférences, des clips vidéo. Bref, on habitue l'esprit à penser autrement. Dans cette interview, le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil, récemment embauché par Google, promet quant à lui des choses effrayantes. Mais il y a d'autres déclarations tout aussi terrifiantes. Pour Ray Kurzweil et bien d'autres, l'homme n'a pas encore achevé son évolution biologique. Il nous faut donc aller plus loin. Nous pourrons transférer les cerveaux sur un ordinateur, les mettre à l'abri de la destruction du corps. L'esprit sauvegardé pourra être connecté à un robot qui remplacera le corps humain. Bref, une espèce humaine nouvelle paraîtra et l'homme sera éternel. Faust n'est pas loin. On joue clairement aux apprentis sorciers. Tout doit être autorisé pour parvenir à cet objectif. Manipulation génétique à outrance, eugénisme, introduction informatique dans le corps. Le puçage des corps est parallèle à ce désir, comme en témoigne cet extrait de documentaire d'une chaîne européenne. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Le puçage des corps est l'un des prolongements immédiats du transhumanisme. Cela existe déjà en Europe, mais dans un silence bien entretenu par les gouvernements. Les États-Unis, en revanche, comme d'habitude, ont plusieurs wagons d'avance puisque l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite contraindre les Américains à l'implantation de la puce sous-cutanée. Une université californienne a imposé des tests ADN à ses étudiants avec obligation de porter autour du cou une carte d'identification à distance. Les opposants au transhumanisme, quant à eux, s'inquiètent grandement, estimant que cette obsession du corps parfait et cette volonté d'améliorer l'homme conduisent tout droit à l'eugénisme autorisé, légalisé, banalisé. Pourquoi s'encombrer des handicapés quand on vise au surhomme ? C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception en sélectionnant le meilleur des embryons. Une nouvelle industrie propose des bébés à la carte, toutes options, garanties à 100%. Mère porteuse sur catalogue,
Donneurs de sperme ultra sélectionnés, on vend ici au prix fort le patrimoine génétique de l'enfant parfait. On peut maintenant choisir le sexe de son enfant et bien d'autres choses encore. Et voilà les incubateurs. Les embryons y sont exactement comme dans le ventre de leur mère. Vous avez combien de bébés là-dedans? 40 bébés. En France, comme dans la plupart des pays du monde, choisir le sexe de son enfant est illégal. Mais un simple voyage à Los Angeles et quelques milliers de dollars permettent de contourner la loi. En Chine, tout le monde veut un garçon. Au Canada, on préfère les filles. Au Mexique, les filles aussi. En France, plutôt les filles que les garçons, mais c'est presque 50-50. Selon les pays, le choix du sexe d'un enfant n'est pas une question anodine. En Chine, où des milliers de filles sont tuées à la naissance, 18 millions d'hommes adultes sont contraints de rester célibataires par manque de femmes en âge de se marier. S'il était disponible, ce procédé pourrait avoir des effets dévastateurs. Mais heureusement, la question ne se pose pas encore. Pour l'instant, seuls ceux qui peuvent se le payer ont les enfants qu'ils désirent. La technologie utilisée pour sélectionner les embryons s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic a été inventé pour éviter l'avortement à des couples porteurs de maladies génétiques graves qui ne souhaitent pas mettre au monde un enfant malade. Cette technique, détournée par les mercenaires de la procréation, a aussi permis de créer le marché de l'enfant sur mesure. Les hôtels et les avions, avec bien sûr un plan de financement. Tout compris, le bébé de rêve coûte 24 000 €. Pour la sélection du sexe par diagnostic préimplantatoire, nous avons un package total de 18 490 $. Taxes comprises? Les médicaments ne sont jamais inclus dans notre pack. Pour ce type de prestation, ils vous coûteront environ 5 000 $ de plus. Mais ça n'a rien à voir avec nos honoraires. Merci beaucoup. Merci. Nous allons bientôt pouvoir choisir d'autres options pour nos enfants. Le Dr Steinberg a annoncé récemment qu'il pouvait sélectionner la couleur des yeux des enfants, la couleur de leurs cheveux, celle de leur peau. Immédiatement après cette annonce, la clinique a été inondée de demandes. Mais elle a suscité un tel tollé que l'offre a été retirée du site. Hors caméra, le docteur avoue qu'on lui demande parfois de sélectionner des embryons qui feront des enfants grands, sportifs ou ayant l'oreille absolue. On ne le saura jamais. Ce ne sont pas des informations publiques. Personne ne les oblige à dire ce qu'ils testent. On est à Hollywood. C'est la chirurgie esthétique. Si les gens n'aiment pas leur nez, ils le changent. Est-ce que je suis pour? Totalement pour. Si certains veulent une autre couleur d'yeux, je suis d'accord. Est-ce que je le ferai moi? Oui, probablement. Mais pas maintenant. C'est trop tôt. Le Dr Steinberg est convaincu que le temps finira par lui donner raison. En Angleterre, des médecins ont déjà accepté d'éliminer les embryons d'un enfant qui aurait risqué de loucher. Maîtriser le hasard de la naissance n'est pas une préoccupation récente. Vers 1870, Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, fonde l'eugénisme. Son objet est double: entraver la multiplication des inaptes et améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes. Pétri de bonnes intentions, ce mouvement se développe dès le début du XXe siècle. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. En 1950, 33 États américains possèdent des lois eugénistes, comme la stérilisation des handicapés, des épileptiques, des malades mentaux, parfois même des alcooliques et des toxicomanes. Ces politiques sont abandonnées lorsque les Américains découvrent l'horreur des camps de concentration nazis. C'est un homme qui nourrit un rêve dingue que j'ai rencontré. Un homme qui conserve dans son garage tous les souvenirs de son père disparu. Il a une obsession, le faire revivre, lui, ce chef d'orchestre parti trop tôt pour son fils. Tous ses souvenirs, les lettres d'amour écrites à ma mère, ses enregistrements et partitions de musique, les films, les photos,
Tout ça représente pas mal d'informations à son sujet. L'intelligence artificielle peut prendre tout ça en compte. Elle peut traverser mon cerveau pour en tirer des souvenirs, ou décortiquer son ADN dans sa tombe. On pourrait en fait recréer une bien meilleure copie de mon père à 58 ans, l'âge où il est mort. C'est l'idée. Ça pourrait avoir beaucoup de succès. J'en ai parlé autour de moi, même à des gens qui ne sont pas tellement intéressés par ce genre de choses, mais à qui quelqu'un manque profondément. Celui qui veut faire revivre son père est devenu l'un des hommes les plus influents de la planète. Ray Kurzweil est le patron du développement chez Google. Ce futurologue nous a reçus à San Francisco. Et après cette interview, franchement, j'ai eu quelques problèmes de sommeil. Parce que Terminator, à côté des prédictions de Kurzweil, c'est la petite maison dans la prairie. Ma prédiction pour 2029, c'est que les ordinateurs auront vraiment l'air humain. On pourra les rencontrer dans la réalité virtuelle, ils auront l'apparence humaine, ils nous ressembleront, ils agiront comme des humains, on en tombera amoureux, on aura la même sorte de relation émotionnelle qu'on peut avoir avec les humains. Ils seront convaincants et on croira qu'ils ont une conscience. Ce n'est pas prouvé scientifiquement parce que ce n'est pas un enjeu scientifique. Ils se fâcheront contre nous si on ne les croit pas, et ils seront très intelligents, donc on n'aura pas tellement envie de les contrarier. La science-fiction en rêve depuis un siècle, Ray Kurzweil la voit demain. La machine légale de l'homme dans moins de 20 ans, et l'immortalité pour bientôt. D'ailleurs, Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour vieillir le moins possible et connaître des lendemains heureux. Ray Kurzweil est-il dingue ? Encensé par Bill Gates, le boss de Microsoft qui pense qu'il est le meilleur futurologue de son époque, il s'est rarement planté et a prédit et daté avant tout le monde la chute de l'URSS et aussi l'avènement d'Internet. Génie de l'informatique, il crée son premier ordinateur à 16 ans avant d'inventer le scanner à plat, le synthétiseur qui porte son nom et le premier ordinateur capable de lire à voix haute. Décoré par 3 présidents américains, cet ingénieur est multimillionnaire grâce à ses inventions. Bref, Kurzweil est un savant fou qui fait flipper, mais qu'on est contraint d'écouter. Sa principale prédiction m'a glacé le sang. Si mes calculs sont bons, d'ici 2045, notre intelligence sera décuplée 1000 milliards de fois, en fusionnant avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. C'est un changement tellement profond dans l'histoire de l'humanité que nous empruntons cette métaphore à la physique pour l'appeler singularité. La singularité en physique, j'ai regardé dans le dico, c'est lorsqu'un événement a des conséquences imprévisibles. Le Big Bang en fait partie. Ray Kurzweil a vraiment de quoi faire peur. Maintenant, les technologies que nous développons sont dirigées vers l'intérieur de notre corps. Il ne s'agit plus de modifier notre environnement, mais de nous modifier nous-mêmes. C'est l'une des 5 ou 6 plus grandes révolutions de ces dernières 10 000 années, selon comment on compte la naissance de Jésus-Christ. C'est un pas aussi important que la sédentarisation. Nous avons eu l'avènement de la conscience, l'ère industrielle, l'ère de l'information. C'est un énorme défi. La question est de savoir comment nous allons rester humains au milieu de tout ça. Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision. Rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains.
Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants, les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, à quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir, si vous voulez. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Franchement, j'étais émerveillé le jour où je suis tombé sur ce documentaire-là. J'étais émerveillé. Je dis, mais franchement, ça, c'était sorti déjà dans une ou deux, trois peut-être de nos vidéos où je criais et disais, si on laisse l'humanité encore 10 ans et plus, l'homme de la terre deviendra éternel et cela n'arrangera pas Yah et les Elohim. Et à ce moment-là, ça serait un échec devant leurs yeux, ça serait irréparable. Donc, l'humanité doit être détruite. Et Yah va intervenir de gré ou de force. C'est pourquoi je dis que prenez le temps, chers frères et sœurs, de faire valoir les valeurs du Père. Moi, je ne serai pas là à vous enseigner les valeurs du Père maintenant. Non. Vous en connaissez, tout le monde le sait. C'est écrit en nous. Tout le monde sait que voler, c'est pas bien. Que tuer, c'est pas bien. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que je veux vous apprendre? Je vous ai toujours dit, priez dans le secret et priez sans cesse. Alors, qu'est-ce que je veux encore vous apprendre? Vous connaissez tout. Priez dans le secret et priez sans cesse. Faites intervenir Yah dans votre vie. Sortez de ces bâtiments-là, de ces rassemblements qui se passent dans des enclos, ces maisons, je ne sais pas, auxquelles on dépose une croix dessus et on dit que c'est là-bas où il y a la lumière, là-bas où il y a la vie éternelle. Il n'y a rien là-bas, là-bas il n'y a que le mensonge et la mort. Je vous le dis toujours en vérité. Sortez de ces milieux-là. Détournez-vous de ces pasteurs, prêtres, monseigneurs et autres. C'est des trompeurs, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit qu'on n'étudie pas Yah. On ne peut pas passer tout ce temps à étudier la théologie en ayant la full connaissance de notre Créateur vivant. Non. Ce que je dis, qui me les a enseignés, si ce n'est Yah lui-même? Est-ce que j'ai été dans une école de théologie? Non. Mais Yah me l'a appris et je marche. Et Yah me l'a appris dans le secret parce que je l'ai invoqué dans le secret. Et vous de même, je vous dis, invoquez Yah dans le secret, vous aurez la lumière. Chers frères et sœurs, je ne sais quelle partie de ce documentaire je pourrais commenter. Mais néanmoins, quand vous écoutez, quand vous regardez et vous voyez bien l'évolution de la science, rien n'est impossible à la science. C'est pourquoi Yah lui-même avait dit qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Parce que Yah savait que c'est par la science, c'est grâce à la science qu'il avait créé l'humanité, qu'il a créé la vie. Oui, et ça c'est la vérité. Et ça, les religieux, ceux qui se disent
avoir soi-disant le Saint-Esprit d'un Jésus Christ imaginaire, aux yeux bleus, verts, aux cheveux longs, à la peau blanche. Le Saint-Esprit d'un soi-disant Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce petit créateur qui vient des tiroirs du Vatican. Ces hommes-là, ces trompeurs-là, ces pasteurs, prêtres et autres ne vont jamais comprendre ce phénomène-là. Ce phénomène, cette réalité scientifique. Cette réalité scientifique va les dépasser. Oui, ils ne vont pas comprendre et ils n'auront pas d'explication. La preuve, la médecine les a dépassés tous. Qu'est-ce qui fait plus de miracles entre ceux qui vantent le charisme, le pouvoir de ce soi-disant créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu du Vatican, et la science? Qu'est-ce qui fait plus de miracles? Qu'est-ce qui réalise avec certitude, avec puissance? C'est la science. La science les a donnés. La science nous a donné des téléphones portables. Mais eux, ils peuvent prier nuit et jour. Ils n'en auront pas. Ils ne vont pas le faire. La science nous soigne. Eux, tout ce monde-là, les pasteurs, les prêtres et autres, ils vont dans des hôpitaux. Ils vont se faire soigner. Ils ont des docteurs. Ils prennent des médicaments. Mais pourquoi ils ne prient pas leur créateur imaginaire pour les guérir? Pourquoi ils se plient devant la science? Tout ce qu'ils font, tous les habits qu'ils portent, c'est la science qui les a donnés. Mais pourquoi ils ne prient pas leur créateur imaginaire, ce Dieu impuissant, incapable? Pourquoi ils ne le leur donnent pas? Mais nous, bénis de Yah, quand nous invoquons Yah, nous savons que Yah est un homme. Nous savons que Yah est scientifique. Nous savons que Yah nous a dit, l'homme ne peut pas vivre sans science. Nous utilisons les moyens scientifiques pour nous développer. Mais nous savons une chose de plus, est que la science de la terre est corrompue. Et elle est corrompue parce que l'homme de la terre n'a pas voulu de Yah. L'homme de la terre n'a pas reconnu le Créateur vivant en tant que Créateur. Et donc, tout ce que nous faisons sur terre est voué à la destruction. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir support sur ce qui est de la terre. La preuve, la même science sur la terre nous produit des armes en quantité incalculable qui sont au point même de détruire l'humanité, de nous détruire en retour. Donc en fait, l'autodestruction est à notre portée. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas aimé le Créateur vivant. Ça, nous le savons. Et nous disons aux gens, alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Tout nous a été donné, mais tout ne nous est pas utile. Donc, notre support sur la science est à demi-teinte. Mais ça ne nous gêne pas d'utiliser un élément scientifique. Nous n'allons pas en contradiction de sa conception par rapport à ceux qui n'ont pas de fondement scientifique, qui ont une logique totalement opposée. Et c'est bizarre. Certains scientifiques sont croyants, ce que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, malheureusement. En fait, croyant du Dieu, croyant du créateur imaginaire du Vatican, bien sûr. C'est malheureux. C'est malheureux. Normalement, le scientifique devait croire en Yah. Normalement. Donc, tout ce qu'ils sont en train de planifier est juste et bien. Si on les laisse court, ils vont le faire, oui. C'est vrai, ils vont le faire. Si on les laisse court, si on les laisse libres, ils vont réussir parce que la science est redoutable. Personne ne peut s'opposer à la science, à la puissance scientifique. Mais
comme ils n'ont pas Yah, ils ne vont pas le faire. Parce que là, ils sont en train de, non de violer la nature, non de violer ce qui est saint, mais ils sont en train de défaire le Créateur vivant. Ils sont en train de défaire les 7000 ans que Yah, accompagné des Elohim, ont fait sur terre pour nous créer. Ils sont en train de défaire le grand travail que Yah avait fait en envoyant des sondes, comme l'homme de la terre envoie des satellites dans l'espace envers, je ne sais pas, Saturne, la Lune, Mars et autres. Yah de même avait envoyé des satellites sur Terre pour inspecter la Terre, pour sonder la Terre. D'où on dit dans la Bible, l'esprit de Yah planait sur la terre alors que la terre était informe. Oui, soyez intelligents, je vous l'ai toujours dit. Appelez le Créateur vivant qu'il vous explique ce qui est caché. C'est ça la vérité. Et ces hommes-là, en le faisant, sont en train de violer, de défaire le Créateur vivant. Alors là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Même moi, je serais prêt à me battre. Oui. Mais il a dit, à moi la vengeance. Il a dit, moi-même, je veux détruire. Moi-même, c'est de mes mains que je veux les défaire. Donc, il va se lever. Et il va se lever du midi. C'est de l'Afrique qu'il va se lever. Oui, parce que l'Armageddon sera en Afrique. Va commencer en Afrique. Ça, c'est la vérité. C'est de là que l'armée des cieux va apparaître. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous savez bien sûr que c'est de là que l'armée des cieux va apparaître. C'est pourquoi l'Afrique est siégée depuis des siècles. C'est pourquoi on tue bêtement, aveuglement au niveau de l'Afrique parce qu'ils se disent les fils de Jacob vont mourir parce que c'est les fils, la douleur des fils de Jacob, c'est ce qui fera intervenir l'armée des cieux. Donc, avant qu'ils n'ouvrent leur bouche, qu'on les tue pour qu'ils n'interpellent pas le Père. Mais c'est raté, c'est raté. C'est raté parce que nous sommes debout. Yah nous a déjà soutenus et il a répandu son esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Alors déliez vos langues. Et c'est pourquoi je vous dis, levez-vous. Vous devrez crier. Crier, bien sûr, en faisant connaître sa grandeur, en faisant connaître son nom, pour que le monde se repente. Parce que Yah a besoin d'un grand nombre des élus. Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Il voudrait bien que tout le monde soit repenti. Malheureusement, ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, restez bénis. Que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Réfléchissez doublement. Ce documentaire n'est qu'une confirmation d'une manière ou d'une autre que Yah est un être vivant. Et là, facilement, vous allez comprendre le mécanisme de l'éternité. Pourquoi Yah est éternel. Ce documentaire-là vous l'explique. Vous allez comprendre sans que vous en rendez compte, bien sûr, j'insiste. Parce que même la Bible qui est simple, vous ne la comprenez pas. Combien de fois ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Mais ce documentaire vous aide quand même à comprendre certains faits. Alors regardez ce documentaire-là. Maintenant, quant à nous, nous bénis de Yah, nous avons la capacité de comprendre. Celui qui ne comprend pas, il connaît comment me contacter. Il connaît comment contacter d'autres frères et sœurs pour de discussions afin de bien comprendre. Mais cela en est la vérité et c'est cela. Restez bénis, que Yah nous donne la force, que Yah fasse de telle sorte que nous levons
Et donc je dirais Ngeita. Ngeita.